professeur Al-Hawali Addi, bienvenue sur Rachad TV. Donc, professeur Addi, vous êtes un universitaire algérien connu. Vous avez eu une carrière universitaire très riche. Vous avez enseigné, fait de la recherche aux universités d'Oran, de Paris, de Princeton et de l'Utah. Et vous êtes actuellement professeur à l'Institut des études politiques de Lyon. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles de sociologie et de sciences politiques sur l'Algérie. Et vous êtes particulièrement apprécié par les citoyens algériens pour vos écrits sur les relations civiles-militaires. Donc vous venez de participer à une conférence publique à Genève sur les perspectives de changement en Algérie. Donc je voudrais juste commencer peut-être par vous poser la question du constat que vous faites sur la situation actuelle en Algérie. Le constat que je fais, c'est celui que font tous les Algériens quotidiennement. La situation en Algérie est très difficile à vivre, sur le plan social, dans les villes. La situation en Algérie est très difficile. Le pouvoir d'achat des Algériens s'est dégradé. L'économie est dans une situation de déliquescence. Et ça, tout le monde le sait, et y compris les officiels, en privé, ils le disent. Et dernièrement, un général à la retraite, ce qui n'est pas rien du tout, a dit tout haut ce que, y compris, les officiels disent tout bas, et en tous les cas, dans la rue, tout le monde sait que l'Algérie va très très mal. Donc ce n'est pas seulement une opinion de quelqu'un qui est pauvre ou qui est frustré, y compris des gens qui ont de l'argent en Algérie, ils disent que la situation est très difficile à vivre parce que il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de... La qualité de vie est moindre que dans n'importe quel autre pays du monde. Je ne sais pas si... je crois que le Mali ou le Niger offrent une meilleure qualité de vie aux classes moyennes qu'en Algérie. Et donc le constat est fait par tout le monde. À quelle cause attribuez-vous cet état de fait? Alors les causes sont multiples. Mais on peut dire qu'il y a trois causes. La première cause, c'est que nous sortons d'un système de parti unique où l'économie était administrée. Et donc, je dirais que le bilan des années 60 et 70 a été très très lourd. Et c'est ce bilan très lourd qui a mené vers la rupture d'octobre 88. Le régime avait la possibilité d'opérer la rupture qu'en fait les pays de l'Est européen, l'Union soviétique, à la même période, 89, 90, 91, le régime a préféré ruser, il n'y a pas eu de rupture réelle. La deuxième cause, il ne faut pas oublier qu'avant 1962, l'Algérie était un pays rural en majorité. Le système colonial a été très dur et il n'a pas permis à l'Algérie de plus ou moins profiter de la modernisation. Il y avait donc 600 ou 700 étudiants dans toute l'Algérie. L'économie était très dépendante de l'ex-métropole. L'héritage du système colonial. Et puis, plus loin encore, il ne faut pas oublier que sur le plan culturel, nous appartenons à une civilisation qui était brillante, mais qui, au XIe, XIIe siècle, a décliné et elle ne s'est pas relevée. Donc, il y a une cause très lointaine, le déclin de la civilisation islamique, et nous n'avons pas nous n'avons pas connu un développement de la pensée philosophique et intellectuelle, et donc on n'a pas régénéré notre culture. La deuxième cause, c'est on a subi un colonialisme très dur sur le plan social et économique. Et la troisième, c'est le système autoritaire issu de l'indépendance qui a soumis le pays
à un autoritarisme dont nous payons aujourd'hui le prix. Précisons un peu donc ce point, puisque ça relève de votre spécialité et des écrits dont on a dit qu'ils sont très appréciés par nos citoyens. Vous avez démonté dans plusieurs de vos écrits, est-ce que vous pouvez nous les résumer un peu succinctement, comment justement ce système autoritariste fonctionne. Vous êtes particulièrement exprimé sur les mécanismes par lesquels l'armée, et en particulier le service de renseignement, contrôle et domine donc le système politique algérien. Donc, est-ce que vous pouvez... Alors là, c'est une question très importante et je dirais même qu'elle est à l'origine de la paralysie de l'État et de la déliquescence du lien social en Algérie et de la crise sociale multiforme. Pourquoi elle est importante? Parce que les sociétés se régénèrent par le politique. Or, il se trouve que, et cela s'explique par notre histoire récente, celle du mouvement national, l'élite ou les dirigeants algériens refusent qu'il y ait le politique dans la société. Ils partent du principe que la société n'est pas divisée, elle ne peut pas être divisée politiquement, et donc on n'a pas besoin d'institutions d'état de droit, et on n'a pas besoin de liberté politique, parce qu'ils pensent que ça risque de faire éclater l'unité nationale. Et donc, il y a cette idéologie populiste que nous avons héritée de la guerre de libération et qui persiste, et qui a fait beaucoup de mal au pays, qui consiste à nier le rôle politique de tout acteur en Algérie et à ériger l'armée en seul acteur politique et comme garant de l'unité nationale. Bon, mais comme l'armée, elle ne peut pas être un parti politique parce que c'est une armée, qu'on le veuille ou non, un colonel qui dirige une division de blindés, il ne peut pas s'impliquer dans la politique, eh bien l'armée a mis sur pied un service qui s'occupe de politique et qui monopolise le politique, et ce service c'est le DRS. Alors, tous les pays du monde ont des services secrets. Et il n'existe pas d'État où il n'y a pas de service secret. Mais la particularité des services secrets algériens, c'est que, à côté des services qui s'occupent de l'espionnage et du contre-espionnage, et qui sont évidemment légitimes, il y a un service qui est peut-être le plus important, et qui ne s'occupe que des Algériens. Et qui ne s'occupe que... C'est pour ça que quand les démocrates demandent la dissolution du DRS, pour libérer le champ politique, évidemment, ils ne demandent pas la suppression des services secrets. Tous les États ont des services secrets. Ils demandent la dissolution de la partie du DRS qui s'occupe de l'UGTA, qui s'occupe des partis politiques, qui s'occupe des syndicats, qui s'occupe de politique. C'est-à-dire que le DRS ne devrait pas faire de la politique à l'intérieur de l'Algérie. Bien sûr, il doit avoir des éléments pour informer l'armée, comme dans tous les pays du monde, mais il ne doit pas intervenir pour modeler, comme ils le font aujourd'hui, le champ politique algérien, et qui se trouve un champ politique totalement artificiel. Sur le DRS, mais juste avant, on voudrait avoir votre point de vue sur l'issue. Donc vous avez parlé, vous étiez dans le descriptif, vous parliez en tant que scientifique sur les causes de la crise algérienne, mais maintenant on va peut-être rentrer dans le normatif, vous en tant que citoyen, pas que seulement en tant que scientifique. C'est quoi maintenant l'issue à cette crise? Comment dépasser cette situation? Voilà. Donc, quelle est l'issue à cette crise? Bon, je vais donner un point de vue personnel, et je comprends qu'il ne soit pas accepté. Cet État a été créé par l'armée, parce que dans notre histoire, seule la violence armée pouvait défaire le système colonial. Et donc l'État algérien a été créé par la violence armée et donc par l'armée. Et il faut reconnaître à l'armée une certaine responsabilité, ou disons
il faut lui reconnaître certaines prérogatives de garante d'un certain nombre de symboles de la nation. Et donc, il faudrait que l'armée se retire du champ politique de l'État, mais pas complètement. Et alors, moi, mon idée, c'est que on ait un président de la République qui soit en même temps chef des armées et donc ministre de la Défense, et qui soit le garant de l'unité nationale et le garant de la Constitution, avec des élections auxquelles prendraient part de vrais partis, pas de faux partis comme on en a aujourd'hui, et donc